Bonjour. Merci de votre participation à ce webinaire consacré aux modalités de formation en réalité virtuelle pour les personnels soignants. On va peut-être commencer par se présenter avec Florian. Donc moi, je m'appelle Aurélie Gène, je co-dirige les projets de réalité virtuelle pour Santé Format Pro avec Florian. Juste un petit mot de mon background, je suis une ancienne infirmière qui s'est réorientée sur un cursus en sciences de l'éducation avec un licence master. Donc, en fait, moi, j'ai tout le volet contenu, expertise terrain et pédagogie. Et je m'occupe de de toute la partie plus technique, en fait, de toute la branche technique de Santé Format Pro, donc avec le suivi de production, suivi des équipes et la conception technique. Donc, en fait, on fait vraiment de la co-conception avec Aurélie pour joindre la pédagogie et la technique. Peut-être aussi sur Soraya, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est notre responsable commercial et qui s'occupe de toute la partie marketing et commerciale. Et donc, un petit mot pour la remercier aussi de toute l'organisation du webinaire. Voilà. Donc, juste pour vous présenter rapidement le sommaire de ce webinaire, donc on va vous présenter la société de Santé Format Pro en quelques mots. Ensuite, on va aborder tout ce qui est les modalités de la réalité virtuelle, parce que c'est vrai que c'est quand même une technologie assez nouvelle et il y a encore beaucoup de confusion sur qu'est-ce qui est de la réalité virtuelle, qu'est-ce qui est du e-learning, qu'est-ce qui n'en est pas. Donc, on va aborder ça un petit peu avec Florian. Ensuite, on évoquera les grandes familles de modules de réalité virtuelle, c'est-à-dire quels différents types de modules peut vous proposer la réalité virtuelle. Et comme il est quand même beaucoup question ici aussi de co-construction des projets avec nos clients, on va vous expliquer les étapes de production d'un module en réalité virtuelle. Et après, j'aborderai la pertinence pédagogique de l'expérience immersive de la réalité virtuelle aussi, parce que je pense que c'est quand même important de vous exposer quels sont les avantages de cette pédagogique de cette technologie-là. Et ensuite, on évoquera le déroulé d'une séance de simulation pour vous donner un exemple de comment ça se passe, une séance de simulation avec un module de réalité virtuelle. Et enfin, on va terminer sur des petites notions assez de gestion, notamment de la validation des PC, des modules de réalité virtuelle, de ce que ça peut vous apporter pour les certifications HAS et quelques petites pistes de financement. Voilà. Et ensuite, évidemment, on va répondre à vos questions. Alors, petit point technique sur les questions. Vous allez donc pouvoir nous poser vos questions tout au long de la présentation. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser le volet questions qui se situe dans le petit logiciel que vous avez installé sur votre droite. Vous pouvez donc rédiger ces questions au fil de l'eau tout au long de la présentation. On y répondra à la fin, donc n'hésitez pas. Voilà. On va peut-être commencer. On va commencer, voilà. Ouais, on va commencer. Donc, qui sommes-nous? Donc, en fait, la société Santé Format Pro a commencé son développement auprès des libéraux et ensuite est rapidement passée aux établissements de santé. Donc, tout confondu, on a formé 24 000 professionnels de santé. On a un catalogue assez enrichi. Alors, en module de e-learning divers, sachant qu'évidemment, on adapte nos contenus au type de public, et avec des taux de satisfaction, de nos enquêtes de satisfaction des utilisateurs assez importants. Je pense que tu peux passer à la suite. Donc, le groupe Santé Format Pro, un petit mot pour vous dire que la société Santé Format Pro, donc, qui est spécialisée dans le e-learning pour les soignants, elle fait partie d'un groupe avec deux autres entreprises qui proposent des modalités complémentaires et à notre plateforme de e-learning pour les soignants. On a le groupe Doxea qui s'occupe de tout ce qui est formation présentielle pour les soignants, dont les formations classiques en face à face. Et on a aussi dans le groupe l'entreprise de J-Process, d'ailleurs dont fait partie Florian,
qui est plus spécialisé, alors qui fait aussi du e-learning, mais pas pour les soignants historiquement, c'est plutôt pour tout ce qui est entreprise, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, entreprise du BTP, grosses entreprises industrielles, etc. Et l'intérêt de DojiProcess aussi, c'est qu'ils sont vraiment spécialisés dans la réalité virtuelle au niveau technologique. Donc voilà, là vous avez une petite diapo sur les modalités des produits, enfin les différents produits de DojiProcess. Et donc c'est pour ça que on co-dirige tous les deux les projets avec Florian. Donc sinon, un petit mot aussi pour vous dire que notre dernier module de réalité virtuelle a été qui s'appelle PsyVR, donc qui est sur la gestion de l'agressivité en psychiatrie. A été sélectionné pour participer au CES 2019, donc en janvier dernier. Vous avez des petites images. On faisait partie de la French Tech au CES. On en parle parce que il en a beaucoup été question dans la média et qu'on était assez fiers d'avoir été sélectionné pour ce salon international. Voilà. Ensuite, les modalités de la réalité virtuelle. Donc, c'est un peu pour vous expliquer en quoi la réalité virtuelle diffère des autres formations digitales. Donc, les plus classiques, c'est les e-learning normaux, donc ce qu'on propose classiquement sur notre plateforme. Là, sur l'écran, vous avez le sommaire de notre formation chimiothérapie anticancéreuse pour les infirmières libérales. Donc, en fait, c'est souvent sous format de ce qu'on appelle un livre numérique, c'est-à-dire avec des chapitres et ensuite avec des cours à l'intérieur. L'intérêt du digital dans ces cas-là, c'est d'avoir une interactivité, c'est-à-dire de proposer des animations, de faire apparaître des contenus par des clics, de faire des études de cas avec des quiz, des choses comme ça. Alors, juste un mot pour vous dire que sur la droite, vous avez des images qui sont tirées de nos études de cas. Alors, vous avez une image 2D en haut, une image 3D en bas, mais tout ça tourne sur PC et tout ça n'est pas immersif. Voilà. Je vais prendre le relais sur cette partie-là. Donc, vous l'avez compris, on va vous expliquer un petit peu comment on est passé du e-learning à la réalité virtuelle. Donc, le e-learning, c'est ce que vient de vous présenter rapidement Aurélie. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des demandes de plus en plus insistantes sur la déclinaison des différents modules en format serious game. Alors le serious game, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler de gamification en fait pour le caractériser. C'est le moyen de transformer du contenu pédagogique et de l'articuler autour du jeu. Donc pour ça, on se base vraiment sur les codes du jeu vidéo classique. Donc vous allez beaucoup m'entendre parler de gameplay tout au long de cette présentation. Et le gameplay, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est tous les critères et tous les paramètres en fait qui permettent de caractériser un jeu. Donc ça va être la méthode de déplacement, la méthode de scénarisation, la méthode de narration, le point de vue, etc. En fait, c'est tout cet ensemble qui crée ce qu'on appelle le gameplay. C'est vraiment un terme général. Et donc, on a commencé par faire évoluer nos e-learning en serious game pour apporter très franchement un côté ludique en plus, pour essayer de marquer un peu plus nos apprenants, de sortir un petit peu du cadre de la formation statique, enfin de la formation plus formelle. Et on a été très vite rattrapé par la technologie, puisque les premiers casques de réalité virtuelle ont pointé leur nez il y a peu de temps, il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Et donc la réalité virtuelle, ça a été pour nous une évolution, encore une fois, une suite logique à nos serious games. Alors, une autre notion que je tiens à aborder, c'est pour éviter les erreurs. On entend beaucoup parler de casques de réalité virtuelle, on entend beaucoup parler de réalité augmentée. Souvent, on les associe alors que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, la réalité virtuelle, c'est ce que vous voyez sur votre gauche. On a un matériel, on a un casque, on a des manettes, mais notre apprenant, notre joueur, alors je vais peut-être utiliser le terme joueur, ça risque de m'échapper parce que on considère que notre apprenant est avant tout un joueur. Voilà. Notre joueur va être immergé dans un environnement 3D qu'on aura conçu intégralement. C'est-à-dire qu'on a reproduit dans nos studios un environnement avec des éléments, avec des objets, avec des pièces, et on le recrée intégralement pour ensuite y développer nos scénarios, y développer nos différents modules et y faire jouer notre apprenant. La différence avec la réalité augmentée, donc ce que vous voyez sur la droite,
c'est qu'effectivement, la réalité augmentée, ça se conçoit et ça s'utilise à l'aide d'un casque, sauf que ce casque va superposer en fait des images digitales à la réalité. Donc c'est plus comme si vous aviez des lunettes de soleil et que ces lunettes de soleil vous permettent d'afficher des éléments par-dessus ce que vous voyez. Donc c'est pour ça que cet exemple, on le voit, on a un patient réel. Et en surimpression, grâce aux lunettes, on peut voir l'intérieur de notre patient. Voilà, cette distinction est importante puisque nous, la réalité virtuelle, ça a vraiment été notre cheval de bataille. La réalité augmentée, on s'y intéresse, mais c'est pas ce sur quoi on axe notre développement en ce moment, parce que c'est deux technologies qui demandent beaucoup de travail en termes de conception, en termes de R&D, etc. Et on préfère mettre toute notre énergie dans la réalité virtuelle pour le moment. Je précise bien pour le moment. Sur une différence un peu fondamentale entre ce qui est de la réalité virtuelle et qui n'en est pas, qui est peut-être pas, qu'on peut peut-être clarifier, c'est juste que la réalité virtuelle, en fait, c'est avec un casque, quoi, concrètement. C'est-à-dire que des images en 3D sur un PC, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est des images. Voilà, c'est du serious game. Tu peux même faire un serious game en 2D, hein. Voilà. Mais si vous avez un casque, là, c'est la réalité virtuelle, pour simplifier. Maintenant, ces casques, parce qu'on parle de casques depuis tout à l'heure. Alors, il faut savoir que le marché est en constante évolution. Il y a 2 jours, on a un nouveau casque qui a été annoncé par Oculus. Donc, en fait, on est obligé de s'adapter. Là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu des grandes familles. On a 2 grandes familles de casques qui permettent chacune un mode de diffusion et un mode d'utilisation un petit peu différent. Donc, la première grande partie, c'est ce qu'on va appeler les casques autonomes. Je mélange tous les constructeurs puisque à peu près tous les constructeurs proposent leur casque autonome maintenant. Ces casques ont la particularité déjà d'être relativement légers puisqu'ils embarquent leur unité de calcul, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les brancher sur un ordinateur. Le casque fonctionne tout seul sur batterie. Il est généralement accompagné d'une manette et il permet d'utiliser nos modules de partout. Et ils permettent une diffusion à grande échelle. C'est-à-dire que c'est assez simple pour nous, via un système de store ou d'application qu'on installe directement dessus, et bien de démultiplier 20, 30, 40, 100 casques et de déployer nos modules de cette façon. Il y a bien entendu du coup des petites contraintes liées à ces casques. La première, ça va être l'autonomie, puisque voilà, vu qu'on est sur batterie, on va avoir une autonomie qui est relativement limitée. Alors pour une session de formation, c'est largement suffisant. Maintenant, si on enchaîne les stagiaires, on peut arriver à court de batterie, puisque c'est 2h30, 3 heures de batterie d'utilisation. On peut étendre ce temps d'utilisation en branchant dessus une batterie externe. En fonction de la puissance de la batterie, on peut aller jusqu'à doubler l'autonomie. Et une deuxième contrainte, c'est que, étant donné que ces casques sont assez compacts, embarquent leur unité de calcul, comme je l'ai dit, eh bien, on va pas pouvoir faire les mêmes choses qu'avec des casques plus puissants. En effet, on va être limité par la puissance du casque. Donc, en termes de graphisme, en termes de profondeur de l'environnement, de complexité du scénario, on va se retrouver vite limité et on va vite arriver, aux limites techniques en fait du casque. La deuxième grande famille, c'est ce qu'on a appelé les casques fixes. C'est un petit peu galvaudé parce que vous allez voir qu'ils sont pas si fixes que ça. Mais donc c'est des casques un peu plus haut de gamme qui sont un petit peu plus chers. Donc je vous ai pas dit pour les casques précédents, donc pour les casques autonomes, on est aux alentours de 200 à 300 € le casque. Pour les casques fixes, ici on est sur un casque qui est un peu plus cher et qui doit être accompagné d'un PC, contrairement aux autres. Donc, on a un casque qui est aux alentours de 500-600 €, plus un PC puissant, qui est lui aux alentours de 1500 €. Donc, on est sur un pack à 2000 € l'unité. Beaucoup moins simple de le déployer donc. Les avantages, c'est que c'est des casques qui sont avec un rendu d'une meilleure qualité. Étant donné qu'ils sont branchés sur un PC, l'autonomie est illimitée, donc le PC est branché, on peut tourner dessus. Et ils apportent des fonctionnalités en plus, c'est-à-dire que on peut, vous voyez les petites balises, les petits pods qu'on voit sur les écrans, sur les 2 captures qu'on vous présente, permettent de
définir en fait un espace de jeu dans lequel notre apprenant va pouvoir se déplacer et réaliser des gestes réels. Donc, une idée d'utilisation qui me paraît assez évidente, c'est le fait de recréer en fait dans une salle de soins ou dans une chambre d'hôpital, de poser ses balises et de recréer complètement une chambre virtuelle dans laquelle notre apprenant va se déplacer et réaliser ces scénarios de réalité virtuelle. En fait, pour dire, en fait, c'est que quand l'apprenant va faire un pas en vrai, le pas est transmis, enfin, son déplacement est transmis dans il est pris en compte, s'il s'accroupit, s'il se baisse, son mouvement est capté et retransmis dans le jeu, en fait. Alors qu'avec les autonomes, les déplacements… Alors, avec les autonomes, les déplacements sont moins précis. C'est-à-dire que le déplacement, si je marche, je me déplace de 2 pas, l'autonome ne va pas pouvoir le retransmettre. En sachant que ce que je viens de vous dire, c'est en partie faux. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des casques qui sortent très régulièrement et on a des annonces aussi. Et donc on a le constructeur Oculus qui nous a annoncé un casque intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va se positionner entre les casques autonomes et les casques fixes. C'est un casque qui n'aura pas besoin d'ordinateur, qui sera toujours moins puissant qu'un casque branché sur ordinateur, mais par contre qui permettra la prise en compte du déplacement, qui permettra la prise en compte des gestes, etc. Donc ce qu'il faut bien entendre, c'est que c'est une technologie qui est nouvelle. Le matériel est renouvelé de façon très très rapide et bien la marge entre les casques autonomes et les casques fixes va diminuer jusqu'à disparaître dans les prochaines années selon moi. Voilà pour cette petite, ce petit tour d'horizon de ce que c'est matériellement la réalité virtuelle. Maintenant, Aurélie va prendre le relais pour vous expliquer un petit peu. Non, c'est moi qui vais continuer là-dessus. Pour vous expliquer un petit peu maintenant comment nous, on vous propose des solutions de réalité virtuelle. Donc pour ça, on va rester encore avec des familles, avec des classifications. Et on a qualifié en fait les modules en 2 grandes familles. Donc on a nos premiers modules qui sont des modules qu'on va appeler des modules de formation. Leur particularité, c'est d'avoir un gameplay linéaire. Ah, le mot gameplay, ça y est, j'ai utilisé. C'est-à-dire que ces modules vont être plus, ça va être les familles de modules les plus simples et pour lesquels les scénarios vont être relativement linéaires. On va pas prendre en compte une arborescence, on va pas tenir compte des actions réalisées. Ces actions vont pas forcément avoir un impact en fait sur le déroulement du module. Pour être plus clair, je vais vous donner l'exemple d'une recherche de risque. En fait, vous allez arriver dans une chambre d'hôpital et vous allez devoir parcourir, visiter cette chambre et essayer de détecter tout un tas de situations qui vous semblent risquées, des chaussons qui traîneraient, des chaussons de patients qui traîneraient, donc avec un risque de chute, peut-être une aiguille qui traîne ou qui est mal rangée sur une table, etc. Il va falloir que vous ayez détecté les différents risques. Vous voyez, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de chronologie, il n'y a pas vraiment de scénario. C'est vrai que 32 minutes, les images qu'on vous propose, c'est évidemment les images d'un AES, d'un accident d'exposition au sang par une boîte à aiguilles trop remplie. En fait, on parle de modules de formation, mais on pourrait aussi parler de modules de sensibilisation. En fait, voilà, on est dans la gestion du risque, qui est quand même une grande préoccupation aujourd'hui de tous les établissements de santé et notamment sur la demande de l'HAS, quoi. Donc, voilà. La deuxième famille en fait de modules, c'est ce qu'on a appelé les modules de simulation, qui là sont plus complexes et à concevoir et à réaliser, mais qui permettent de délivrer une formation beaucoup plus complète, puisque on va avoir une histoire, vous allez avoir une mission, enfin votre apprenant va avoir une mission réalisée et va être confronté à tout un tas de choix. Et ces choix vont avoir un impact, soit immédiat, soit un peu plus tard dans le scénario, sur son environnement, sur son patient ou sur un autre soignant, etc. C'est ce que j'ai essayé de vous représenter avec l'arborescence que vous voyez sur la droite, donc cette espèce de diagramme. Chaque petit losange gris correspond à un nœud dans mon scénario, nœud dans lequel l'apprenant va devoir faire un choix, va devoir prendre une décision, va devoir réaliser une action. Et en fonction de cette action, eh bien, on voit qu'on va s'engager dans une branche ou dans l'autre et on va avoir un déroulé de scénario un petit peu différent.
Ces modules de simulation peuvent avoir donc une application qu'on appelle procédurale, c'est-à-dire pour apprendre une succession de gestes techniques. On vous donnera quelques exemples après. Ou plutôt une simulation relationnelle. Donc ça reste un enchaînement de décisions, mais plus en rapport au relationnel avec un patient ou avec un autre soignant ou avec du public, etc. Donc, effectivement, comme disait Florian, là, on commence à rentrer dans de l'acquisition de compétences ou de la montée en compétences, puisque le simulateur procédural, c'est des compétences de type protocole de soins, gestes techniques, etc. Sachant une chose quand même qu'il faut préciser, c'est que ça, c'est une des limites de la réalité virtuelle, c'est que pour apprendre vraiment, pour de la pédagogie du geste pur et dur, apprendre un geste, ça, la réalité virtuelle ne le permet pas encore. Mais par contre, pour apprendre voilà, un protocole, dans quel sens on fait telle étape, etc., ça peut être indiqué. Et donc, le simulateur relationnel, on va voir après. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus le simulateur procédural, on a recensé deux types de procédures qui peuvent intéresser les milieux de soins. Donc, il y a le simulateur machine, c'est les illustrations qu'on vous a présentées, c'est un générateur de dialyse. En fait, l'intérêt, c'est d'apprendre, en fait, d'anticiper pour ces machines qui sont un peu complexes à la prise en main, comme un générateur de dialyse, comme pourrait être un respirateur aussi, c'est d'apprendre à l'apprenant le fonctionnement standard et ensuite les résolutions d'alarme. Alors, sachant que le côté immersif, ce que va permettre le côté immersif de la réalité virtuelle, ça va être d'instiller par exemple une contrainte de temps. Et ce qui va être le cas dans la réalité, hein, quand la machine s'arrête en dialyse, vous avez un temps limité pour la faire repartir. Donc, sinon, le circuit va coaguler. Donc, en fait, on va pouvoir inclure ça dans notre module de réalité virtuelle. Et comme on est très immersif, ça va possiblement provoquer un stress qui sera comparable à celui qu'aura l'infirmier qui ne connaît pas sa machine et qui le vend pour la première fois. Donc, ça lui apprend en même temps à gérer la machine dans des conditions plus proches du réel. Et ensuite, l'idée, c'est aussi les simulateurs de protocole de soins. Ça peut être pour une personne, ça peut être pour multijoueurs aussi en termes de gestion d'équipe. Donc, voilà. Petite précision sur l'utilisation de ces simulateurs. Donc là, on vous a expliqué qu'effectivement, on allait devoir réaliser une action, utiliser une machine pour réaliser une action dans un temps imparti, etc. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la notion du try and retry, c'est-à-dire que l'apprenant va pouvoir volontairement tester une manipulation erronée et voir les conséquences de cette manipulation. Que ce soit sur le simulateur de dialyse, donc si j'utilise pas les bonnes commandes au bon moment, comment ça se passe, voilà, le fait que je prenne trop de temps, ça coagule, etc. Et en même temps, sur un protocole de soins, on va pouvoir matérialiser les erreurs et donc l'apprenant va pouvoir les jouer volontairement pour prendre vraiment conscience de l'impact des erreurs dans ces protocoles. C'est une notion qui est intéressante, d'apprendre par l'erreur également. Voilà, c'est juste un petit détail à ce point-là. Après les simulateurs procéduraux, on a les simulateurs relationnels. Donc, c'est vrai que là, l'expérience immersive, elle est vraiment intéressante pour tout ce qui est gestion de l'agressivité. C'est quelque chose qui va être difficile d'obtenir en jeu de rôle parce qu'il y a toujours une notion de théâtralité qui va un petit peu gêner l'immersion si on fait un jeu de rôle en vrai avec des personnes. Et donc, en réalité virtuelle, comme l'idée, c'est quand même d'être le plus proche possible des conditions de travail de l'apprenant, cette gestion de l'agressivité, elle va permettre, voilà, le simulateur relationnel va pouvoir permettre de simuler cette agressivité du patient. Et comme disait Florian, le fait de matérialiser l'erreur va permettre aussi une plus grande proximité avec le réel. Et aussi, en simulateur relationnel, la coordination d'équipe, ça peut être quelque chose de très intéressant, sachant que la réalité virtuelle permet aussi d'être multijoueur. Donc, voilà. Alors, une dernière petite précision sur ces familles en fait de simulateurs, ces familles de modules et ces différents gameplays proposés. Ce ne sont pas des caractéristiques qui vont forcément être
traiter du début à la fin de votre module. Par exemple, on peut imaginer un module qui va commencer par un gameplay de type module de formation, donc de type linéaire, comme une recherche de risque ou une visite virtuelle d'un établissement, pour ensuite enchaîner sur une suite de modules qui va plus être axé sur un gameplay arborescent, comme un simulateur procédural, donc sur l'apprentissage de l'utilisation de notre machine à dialyse. Là, par exemple, les illustrations qu'on vous propose, c'est toujours l'accident d'exposition au sang. On peut faire la recherche de risque avec l'aiguille qui traîne et le simulateur procédural pour la gestion de l'AES une fois qu'il est arrivé, si la personne n'identifie pas, par exemple, le risque d'AES. Voilà. Cet exemple, c'était juste pour vous dire que ces modules, enfin ces caractéristiques, ces gameplays ne sont pas hermétiques. On peut imaginer tout un tas de choses et mélanger les types entre eux. Et en fait, on a vraiment aucune limite à ce niveau-là. La seule limite, ça va être l'intérêt pédagogique en fait de votre module. Voilà, maintenant que vous êtes expert dans les différentes possibilités, dans différents types de modules qu'on peut réaliser, je vais un peu vous expliquer comment ça se passe quand vous souhaitez réaliser un produit en réalité virtuelle avec nous et quelles sont les différentes étapes en fait qui vont jalonner la naissance de ce projet. Donc tout commence par une phase de conception. Donc comme vous l'a expliqué Aurélie un peu plus tôt, on va avoir une conception bicéphale de notre côté puisque Aurélie va apporter tout son savoir-faire pour déjà la connaissance métier liée à la santé et toute son approche de conception pédagogique et d'optimisation pédagogique liée à ce métier. Et en même temps, DeJProcess va apporter son expertise plus technique en ce qui concerne vraiment la conception de Serious Game, donc avec tout ce qui est game design, storyboarding, et aussi conception ergonomique en fait du module, puisque la réalité virtuelle nous ouvre tout un tas de portes très intéressantes en termes d'ergonomie, en termes de gestuelle, etc. Mais il faut le maîtriser, il faut l'anticiper, il faut le concevoir pour que ça ne desserve pas la formation. Et tout ça, c'est un travail qui se fait en amont au moment de la conception. Peut-être dire aussi que tu parlais tout à l'heure de mon intervention sur les contenus, dire que ça, en fait, cette partie-là, contenu, expertise métier, moi, je peux la fournir dans certaines limites, évidemment, mais le client a toute sa place là-dedans. En fait, quand on fait des projets sur mesure avec nos clients, c'est vraiment le client qui décide de son implication. Donc, on peut avoir des clients qui vont nous demander d'avoir vraiment des points d'étape sur la conception très précis, qui vont aller jusqu'à nous rédiger des dialogues, des choses comme ça. Moi, après, dans ces cas-là, j'interviens pour l'interface client, pour bien m'assurer que les équipes techniques comprennent bien le besoin du client et j'analyse aussi le besoin du client. Et on peut avoir des clients qui souhaitent voilà, beaucoup moins intervenir et qui, bon voilà, parce qu'ils ont déjà travaillé avec nous ou pas, nous font confiance sur tout ce qui est scénarisation, ils nous exposent leurs besoins et nous, après, on va travailler beaucoup plus profondément sur la conception et on va leur faire valider à la fin de la conception. Donc ça, c'est vraiment à la demande du client, son implication voilà, dans la conception du module. Une fois donc ce module conçu et une fois qu'on vous a accompagné dans cette conception, se lance la phase de développement. Alors il faut savoir qu'on ne va pas s'engouffrer dans un tunnel de développement et puis vous livrer un produit fini à la fin. Non, non, vous allez participer, comme vous avez participé à la conception, on va vous faire participer également aux phases de développement. Donc, c'est-à-dire que ces phases de développement vont être jalonnées par des étapes de validation régulières, d'ajustement, voire même si on a des questions, on a besoin de votre expertise sur un point précis, on n'hésitera pas à faire appel à vous. Ce qu'on appelle développement, en fait, c'est production. Oui, production. C'est synonyme dans notre jargon. Voilà. Oui. Et donc, cette phase de production, là encore, est divisée en deux grands axes. Donc, tout ce qui va être vu, toute la partie visuelle, c'est-à-dire la modélisation des environnements, la modélisation des personnages, la modélisation des objets. Et donc, toutes ces étapes vont permettre la création de l'environnement graphique de votre projet. On a la possibilité d'être autonome, encore une fois, sur le sujet, c'est-à-dire de créer un environnement à partir de quelques photos, un environnement générique. Par exemple, on doit faire une chambre d'hôpital. On est capable de faire une chambre d'hôpital de façon très précise, mais sans avoir d'autres briefs particuliers.
Et on peut, tout à l'inverse, se déplacer, faire un repérage dans votre établissement, prendre en photo une chambre bien précise et la remodéliser exactement comme elle l'est au réel. Voilà, on est capable vraiment de créer une copie conforme de la réalité. Toute cette phase donc de modélisation 3D, donc comme je vous l'ai dit, est jalonnée de validation. Une fois que tout est validé, une fois qu'on est d'accord sur les environnements, sur les personnages, sur les animations, donc ça me permet de faire une petite parenthèse sur les animations, pour avoir un rendu le plus réaliste possible et le plus exact possible des différents gestes, des différentes postures, des différents mouvements, que ce soit des mouvements des patients comme des mouvements des soignants. On utilise une technologie qui est utilisée dans le cinéma, ce qu'on appelle la motion capture. Vous avez sûrement dû voir ça, vous savez, des personnages ou des acteurs qui sont équipés de combinaisons un peu bizarres avec des sortes de balles de golf au niveau des articulations. Bon, bah, c'est un petit peu la même chose, on a des exosquelettes de ce type-là et on va refaire les gestes. Donc on peut les refaire nous, mais on peut également équiper un soignant, un de vos soignants d'une de ces tenues. C'est un petit dispositif qui est transportable et qui est vraiment pas contraignant à installer. Et du coup, on peut capter le geste réel et le retransmettre dans notre module. Donc, une fois cette partie modélisation et environnement 3D réalisée, on a en parallèle le développement du moteur. Alors là, je suis désolé, ça va être bassement technique, donc je vais passer assez vite, mais en gros, c'est le moteur, c'est les rouages, c'est ce qui fait que le module va fonctionner. C'est du code, c'est du développement. Donc là, eh bien, on va agréger tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a créé, tous les visuels, tous les environnements, tous les personnages, et on va donner naissance au scénario. C'est là qu'on va créer les différents choix, c'est là qu'on va tout monter. En fait, c'est le ciment de tout ce qu'on aura conçu avant. Et une fois ce développement en place, eh ben, c'est pareil, il va y avoir des phases de validation intermédiaires pour vous tester en cours de développement, être sûr qu'on a bien retransmis ce que vous attendiez, et histoire d'apporter les correctifs en cours de route pour qu'on puisse vous proposer un produit final qui est exactement ce que vous attendez. Comme vous expliquez, Florian, il y a vraiment des étapes de validation où soit par correspondance, on va vous envoyer certains graphismes pour dire ça, est-ce que c'est vraiment ce graphisme-là que vous voulez? Est-ce que ce personnage-là, il va vraiment avoir telle expression? C'est ça que vous souhaitez? Est-ce que tel environnement, tel décor correspond à ce que vous attendez? Et puis après, on va même pouvoir se déplacer chez vous avec notre matériel de réalité virtuelle pour vous faire essayer un tiers du module, par exemple, pour dire, bon, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'on continue comme ça? Voilà, c'est ça dont il s'agit. Donc, du coup, pour conclure un petit peu cette partie, on va dire, production, vous l'aurez compris, la production de nos produits sur mesure, donc les services qu'on vous propose, c'est vraiment des supports vraiment variés. On va s'adapter à vos besoins, on va s'adapter à votre environnement, à vos attentes. Vous allez avoir un interlocuteur, en l'occurrence peut-être 2 interlocuteurs privilégiés qui vont suivre toute la vie du projet, en fait vraiment de la phase de conception jusqu'à la phase de recette et de livraison. Et il faut savoir que 2J-Process et Santé Format Pro, eux deux, intègrent l'intégralité de la chaîne de production, c'est-à-dire que l'intégralité du personnel qui va travailler à votre projet est dans nos locaux, rien n'est sous-traité, tout fait sur place. C'est-à-dire que si un jour vous décidez de nous rendre visite pour faire une étape de validation intermédiaire, vous allez pouvoir vous adresser aux graphistes, aux développeurs qui est en charge de votre projet pour apporter directement les modifications demandées. C'est une super transition, donc pour passer à la suite. À la pertinence pédagogique de la réalité virtuelle. Donc là, on va parler moins technique et plus pédagogie. Parce que, alors, c'est vrai que la réalité virtuelle, il en est beaucoup question dans les médias, mais là, l'objet de cette partie-là, c'est de vous expliquer un petit peu en quoi c'est pertinent pédagogiquement, puisque le but final, c'est pas tant de faire de la techno que de former les personnels et d'être efficace dans cette formation. Donc, alors, déjà, vous dire que c'est un concept, la réalité virtuelle, c'est une technologie qui est très attractive. Nous, pour avoir fait régulièrement des salons, etc., ça, c'est pas de la pédagogie pure et dure, mais juste pour info, au niveau communication, au niveau com et marketing, c'est quand même c'est un gros vecteur de com. Sur les stands des salons, ça vous attire un passage assez important. On en a fait l'expérience plusieurs fois. Et du coup, donc l'attractivité du concept, elle est plus à
prouver là-dessus. Alors, ce qui est intéressant en com va l'être aussi en pédagogie, puisqu'après, on va parler de la motivation et de l'engagement de l'apprenant. Finalement, les personnes connaissant la réalité virtuelle, ayant déjà testé la réalité virtuelle, sont peu nombreuses encore en l'état. Et il va y avoir une vraie curiosité de nos apprenants sur cette modalité technique-là. Et donc, du coup, la technologie va attirer la personne et va lui permettre, et puis évidemment, qu'il s'agit d'une participation active. C'est-à-dire que un module de réalité virtuelle, l'apprenant, voilà, il crée sa formation en quelque sorte. Enfin, rien ne se fait sans lui. Donc tout ça va permettre d'engager l'apprenant dans son module de formation, sans oublier le ludisme. Alors ça, c'est l'apprentissage par le jeu. Ça, je sais que Florian est très sensible. Moi, je suis plus cognitive que ça en général, mais force est de constater que voilà, ça fait partie des modalités qui permettent une efficacité pédagogique. Donc ensuite, l'intérêt aussi de la réalité virtuelle, c'est de confronter l'apprenant à des situations donc dangereuses. Tout à l'heure, Florian l'évoquait, c'est faire des erreurs sans risque, c'est-à-dire l'erreur comme levier pédagogique, on va en parler aussi après. Donc, et vraiment de lui montrer les conséquences de son erreur pour permettre cet apprentissage. L'autre intérêt aussi de la réalité virtuelle, c'est de confronter l'apprenant à des situations rares et complexes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a parmi nos participants beaucoup de formateurs ou de responsables de formation, et ces gens-là savent que une grande partie de l'apprentissage d'un soignant, il se fait sur le terrain en situation. Donc, les montées en compétences se font sur le terrain en situation. Or, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations de soins rares, mais qui vont être déterminantes dans le sens où l'intervention du soignant va être décisive. Je pense aux soins d'urgence, je pense à, par exemple, le générateur de dialyse. Il y a certaines alarmes qu'on va rencontrer une fois très très rarement, qui vont pas du tout demander une procédure habituelle et qui pourtant, si jamais la procédure n'est pas réalisée, voilà, ça peut créer des catastrophes pour le patient. Donc, tout cet apprentissage terrain qu'on va mettre des années à acquérir parce qu'il va falloir qu'on soit confronté à ces situations rares ou complexes, nous, en réalité virtuelle, on peut les modéliser et vous pouvez y confronter vos apprenants 1 fois, 2 fois, 10 fois. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt et c'est efficace parce que c'est immersif. Et ça, c'est la suite de la pertinence pédagogique de la réalité virtuelle. En fait, l'intérêt de l'immersion, c'est de contextualiser les apports pour l'apprenant. C'est-à-dire que souvent, par exemple, versus une formation présentielle ou même versus un e-learning classique parfois, on va être d'accord qu'il va y avoir de la théorie qui va être exposée, il va y avoir un apprentissage de l'apprenant, certes, mais tout ça n'a pas d'intérêt si, lorsque l'apprenant quitte sa salle de formation et va sur les terrains, il n'applique pas ce qui a été appris en fait dans le moment formatif. Donc on a vraiment cette problématique du transfert et de l'application des connaissances acquises et des compétences acquises. Et en fait, parce qu'on est très immersif en réalité virtuelle, on va complètement faciliter ce transfert puisqu'on va recréer donc du coup des décors et des personnages qui sont exactement ceux de son environnement professionnel quotidien. Donc ça, Florian vous en parlait, on vient sur site si besoin prendre des photos. Le module PsyVR qui a été envoyé à Las Vegas cette année, la salle de commune de psychiatrie, c'est des photos, la chambre aussi, c'est des photos qu'on a prises sur site avec les équipes pour nous accompagner. Donc, on peut vraiment vous créer exactement vos décors et permettre aussi l'immersion, mais toutes les recherches en réalité virtuelle montrent que la qualité de l'immersion et la qualité du réalisme, c'est pas que le graphisme, c'est pas que les décors et les personnages, c'est aussi le réalisme des scénarios. Et c'est pour ça que nous, on tient beaucoup à travailler avec nos clients là-dessus. Moi, j'ai une expertise métier, mais qui est quand même relative. J'ai mes spécialisations comme toute infirmière. Par exemple, la psychiatrie, moi, je n'étais pas spécialisée en psychiatrie. Et donc, on va travailler avec nos clients pour proposer des scénarios qui sont parfaitement conformes à ce que vivent les soignants au quotidien. Et ça, c'est vraiment ce qui va être le plus immersif pour nos apprenants, en fait, de vraiment rejouer en réalité virtuelle des situations qu'ils peuvent vivre au quotidien, qu'ils vivent régulièrement. Donc, et ça nous garantit une efficacité pédagogique.
En effet, ce qu'on s'implique à faire vraiment, c'est de faire oublier à l'apprenant qu'il est en formation. Voilà, quand il engage un module tel qu'il est, il va vivre une situation et il oublie qu'il est en formation. C'est vraiment notre objectif. Et donc, pour ça, une grande aide aussi, c'est les scénarios conditionnels. Donc, les modules de simulation qu'on a évoqués tout à l'heure avec Florian. Le scénario conditionnel, et là, c'est ce qui permet d'être proche du réel. C'est-à-dire que si dans mes soins, je fais une erreur sur mon générateur de dialyse, par exemple, je vais pas avoir une pancarte qui va me sortir en me disant « bah non, c'est pas bien, tu as fait une erreur parce que… » Je vais avoir les conséquences sur mon générateur, si c'est une grosse erreur sur mon patient, etc. Et c'est ça qui va me permettre, sur poste de travail, d'avoir un apprentissage. Et ben nous, on va recréer ça, on va mettre en scène cette conditionnalité-là, les conséquences de l'erreur dans le module de réalité virtuelle. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en réalité virtuelle, l'erreur, c'est vraiment notre levier pédagogique et de façon bien plus efficace qu'un quiz ou etc. Le fait de faire cette erreur, alors je parle d'imprégnation mnésique, c'est-à-dire d'imprimer la mémoire de l'apprenant au long cours, parce que le fait de mettre en scène cette erreur, puisque la réalité virtuelle est si immersive, la personne vit son erreur, comme sur le terrain. Et en fait, on va se servir des ressentis que l'apprenant va ressentir au moment où l'erreur est jouée, pour imprégner sa mémoire et qu'il puisse se rappeler ça et se rappeler ce qui s'est passé et donc pouvoir le retranscrire sur le terrain. Donc, le déroulé d'une séance de simulation. Donc, pour faire rapide, la méthode, en fait, on voulait aborder ça parce que pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, une simulation, une séance de simulation en réalité virtuelle. Donc, vous dire que la méthodologie de simulation, c'est la même que pour une simulation présentielle avec des jeux de rôle normaux. C'est-à-dire que vous êtes accompagné d'un formateur et vous avez les mêmes étapes. Alors, c'est des étapes d'ailleurs qui sont validées par la HAS. De toute façon, c'est une méthode qui est reconnue, c'est ça que je veux dire. Ça va être la même que les simulations lors des AFGSU, pardon. Donc, c'est le briefing, c'est-à-dire qu'on explique rapidement le contexte à l'apprenant, les objectifs pédagogiques et surtout on met aussi en place avec lui, on lui fait part de l'éthique de la simulation, c'est-à-dire que ça se fait dans un climat de bienveillance et dans un climat de confidentialité. Là, et puis aussi il y a un petit briefing technique évidemment puisqu'on est en VR. Ensuite, il y a la simulation en tant que telle que le formateur va pouvoir suivre en parallèle de l'apprenant. Ensuite, il y a toujours un temps d'échange informel parce que l'apprenant a souvent besoin un petit peu de s'exprimer sur tout ce qu'il a ressenti, etc. Donc, on laisse cette place-là et ça permet aussi de mettre en place un dialogue et d'ouvrir un dialogue qui va être hyper important pour le vrai moment formateur aussi post-simulation qui est le débriefing. C'est-à-dire que le formateur va travailler avec l'apprenant sur ce qui s'est passé pendant le module et surtout sur les conceptions de l'apprenant qui ont motivé les choix pendant le module de réalité virtuelle. Et il va y avoir un travail de déconstruction il va y avoir un travail de déconstruction de ces conceptions et de reconstruction entre apprenant et formateur. Et tout ça a pour but évidemment de la montée en compétence de l'apprenant en fait. Et il y a toujours un temps d'apport complémentaire si besoin et d'évaluation ensuite de la session par l'apprenant pour le formateur. Et évidemment, la place du formateur, elle est centrale dans ces modules de simulation, puisqu'on a dit que c'était vraiment une méthode participative, c'est-à-dire que c'est pas le formateur qui parle le plus théoriquement, c'est l'apprenant qui fait vraiment part de ses expériences professionnelles, de ses conceptions, et ça, c'est retravaillé avec l'apprenant dans ce que je vous disais, le mouvement de déconstruction, reconstruction des connaissances. Juste là, de façon plus pragmatique, puisqu'il y a l'animation de ces séances de simulation demande une certaine compétence des formateurs. Santé Fort Mapro peut vous fournir un formateur qui est formé à ça, comme je peux me déplacer sur site pour former vos formateurs internes. C'est ce qui s'est passé dernièrement à Nice, par exemple. Donc, on peut vous proposer ces deux modalités-là. Voilà. Et donc, alors là, on passe sur des choses beaucoup plus pragmatiques, sur la validation des PC par les modules de VR. Donc,
les méthodes de la simulation en santé, en fait, c'est une méthode qui est validée qui peut vous permettre de valider un DPC, autant en tant qu'action de formation qu'en tant qu'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, je rappelle juste pour mémoire qu'une validation de DPC, donc tous les 3 ans pour un soignant, c'est à la fois de la formation, une action de formation continue et une action d'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, on peut déclarer une formation de simulation en santé en tant qu'action de PP ou en tant qu'action de formation, ça c'est à votre demande. Aussi vous dire que les modules de réalité virtuelle peuvent vous aider à remplir certains critères des certifications HAS. Donc, pour les recherches de risque et les simulateurs procéduraux, donc c'est le critère 6A de la sécurité des biens et des personnes. Et pour le simulateur relationnel, c'est le critère 10A avec la prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance. Et le critère 16A du dispositif d'accueil des patients. C'est vrai que nous, on pensait pas mal avec Florian aussi à la gestion de l'agressivité pour les personnels administratifs. Je pense que c'est pas du luxe et que c'est une problématique qui est récurrente dans les établissements de santé. Et donc là, c'est de ça dont il s'agit. Juste vous dire un mot aussi rapide sur en février dernier, donc le mois dernier, la HAS a sorti un guide méthodologique des simulations en santé où vraiment elle plébiscite la simulation comme méthode de formation et d'évaluation des pratiques professionnelles qui est complète. Voilà. Et vous dire aussi que les ARS, les agences régionales de santé, on a le cas de plusieurs clients qui ont fait financer leur Serious Game, en VR ou pas d'ailleurs, par les agences régionales de santé. Donc nous, on peut vous fournir, si on travaille ensemble, on vous fournit le devis et vous montez le dossier ARS et voilà. Après, c'est évidemment à la discrétion de l'ARS en question, mais en tout cas, on est vraiment partenaire avec nos clients pour monter ce genre de dossier. Voilà. Et maintenant, on va peut-être passer à la partie sur… Donc, c'est terminé pour notre partie exposition. On va passer à la phase de réponse aux différentes questions qui ont été posées. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. On va les lire et puis on va tenter d'y répondre au mieux. Petite précision également, en toute fin de module, on mettra à votre disposition ce support PowerPoint en format PDF. Vous le trouverez dans la partie documents de la partie du volet du petit logiciel que vous avez installé pour suivre ce webinaire. Je vais d'ailleurs le mettre tout de suite, comme ça, ce sera fait et je ne l'oublierai pas. Hop, comme ça, je vous glisse le support tout de suite. Voilà. Et donc, on va sans plus attendre passer aux questions. Là, je la lis peut-être. Oui. Donc, vous parlez de formation en équipe, il faut donc plusieurs casques. Alors, tout dépend de comment vous souhaitez organiser votre module. Donc, effectivement, si on parle de formation en équipe avec un mode multijoueur, on va avoir l'obligation d'équiper chaque personne de son propre casque. On peut imaginer aussi une formation en équipe où une personne suit le module et où le reste des apprenants regarde ce qui se passe. Puisqu'il faut savoir que sur le dispositif fixe, il y a la possibilité de retransmettre ce que l'apprenant voit au travers de son casque, donc le retransmettre sur le grand écran, et donc pour offrir un débriefing en fin de formation. En ce qui concerne les casques autonomes, effectivement, si on fait une formation par équipe, que vous voulez faire passer les 5 personnes que vous avez avec vous en même temps, eh bien vous allez avoir besoin de 5 casques, ou alors les faire passer 2 par 2, 3 par 3, faire un roulement. Voilà, là vraiment ça s'adapte à votre méthode, en fait, j'ai envie de dire, de formation. Combien de temps prend la conception d'un projet sur mesure? Alors encore une fois, je vais être très précis là-dessus, ça dépend. En fait, ça va dépendre de la complexité du projet, ça va dépendre de la complexité du scénario, du type de projet. Si on est plus sur une recherche de risque, ça va être beaucoup plus court, une recherche de risque
2, 3 mois, on peut sortir quelque chose de fonctionnel très rapidement. Sur un projet plus complexe, comme ce qu'on vous a présenté pour l'hôpital psychiatrique, par exemple, on est sur un temps de développement beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long, puisqu'on a un scénario plus complexe, on a besoin de capter voilà, les environnements, les différents gestes, etc. Et là, on est rarement en dessous de 6 mois. On est plus entre 6 mois, 9 mois pour un module moyen, on va dire. Sachant que la différence, ça va être évidemment la complexité du scénario. Plus vous voulez un scénario long et complexe, plus ça demande un temps de production. Donc c'est toujours difficile pour nous de répondre à ce genre de questions précisément sans avoir le projet précis. C'est ça un petit peu la limite de notre exercice de webinar, c'est que ce genre, tout dépend du besoin. Donc vraiment, on vous encourage à nous solliciter. On est absolument disponible pour discuter avec vous de vos projets et vous faire ce type d'évaluation au niveau temps. Question suivante, avec quel établissement de santé avez-vous déjà travaillé et sur quelle thématique, quel public médical? Alors, nous, on travaille avec des EHPAD, on travaille avec des hôpitaux psychiatriques, hôpitaux publics, hôpitaux privés. Alors, est-ce qu'on a déjà travaillé sur un public médical de médecins? Non, on est généralement plutôt sur les paramédicaux, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler avec les médicaux. C'est vrai que comme c'est des formations qui sont quand même, qui représentent un investissement, en général, vu que le gros de la population, le gros des collaborateurs, c'est des paramédicaux, souvent l'investissement est pour les paramédicaux, mais voilà, il n'y a pas de souci avec le public médical, au contraire. Par contre, dans nos équipes projet clients, on a souvent des médecins, ça évidemment. Question suivante, par expérience, quel retour avez-vous sur les problèmes de nausée des participants ou observateurs? Alors en effet, les dispositifs de réalité virtuelle peuvent provoquer en fait des étourdissements, des syndromes un petit peu nauséeux, etc. sur des personnes sensibles. C'est quelque chose qui s'apparente assez au mal des transports en fait. C'est dû au fait que l'oreille interne ne perçoit pas les mêmes informations que votre vision et donc n'est pas dans une condition normale de fonctionnement, de déplacement. Donc pour ça, l'amélioration déjà des dispositifs permet de le réduire puisque maintenant on a des dispositifs qui sont pour lesquels les écrans sont plus fins, pour lesquels il y a moins de rémanence, c'est-à-dire qu'il y a moins de clignotement. En gros, la luminosité des écrans est meilleure. Le champ de vision est plus large. Donc déjà, l'amélioration du matériel tend à le réduire. Et de notre côté, on s'applique à employer tout un tas de petites techniques pour réduire ces syndromes sur les personnes qui sont sensibles. Parce qu'on s'est aperçu que ça arrivait, par exemple, généralement, lors de déplacements assez longs, assez prolongés. Donc, dans notre conception, on essaie de réduire les grands déplacements rectilignes en mettant une chaise, en faisant des petits mouvements plus courts. Et donc, ça évite ce côté désorientant, on va dire. Et on apporte d'autres éléments de gameplay, par exemple le fait de pouvoir voir ses manettes, ça permet d'avoir un point de repère. Le fait d'essayer de spatialiser le son, ça permet de prendre un repère également. Donc tout un tas de petites combines en fait de conception qui permettent de le réduire. Maintenant, je tiens à être parfaitement clair, quelqu'un qui est sensible au mal des transports ou qui est sensible à ça, il est possible qu'il s'y fasse pas, qu'au bout de quelques minutes, il soit pas à l'aise. Et donc, pour ça, généralement, nos modules peuvent être consultés sur un écran d'ordinateur hors casque. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est important de le dire, je pense. Nos modules de réalité virtuelle, on a des clients qui nous ont demandé, alors évidemment que ce soit compatible avec les casques de réalité virtuelle, mais qui, pour des questions de déploiement, parce que ils n'ont pas mis casque, ont voulu que ce soit aussi transposable sur PC. Donc ça, c'est possible. On peut vous sortir un module de réalité virtuelle qui sera aussi compatible PC avec des déplacements avec une souris, etc. Et juste aussi dire, en termes de conception, on aime bien, avant qu'il y ait le module de VR exactement, faire une pièce de test en fait pour l'apprenant, parce que comme souvent les apprenants sont des néophytes en réalité virtuelle, comme ça l'apprenant a le temps de justement de s'adapter d'adapter son oreille interne, d'adapter l'ergonomie, comment on se déplace, etc. dans cette pièce, ce sas d'immersion en réalité virtuelle, avant de rentrer vraiment dans le module pédagogique. Ça fait partie de notre expertise. En fait. Donc, question
Donc, combien de personnes maxi pour la simulation? Alors, est-ce que c'est combien de personnes en même temps? Donc, dans un cas de multijoueur, eh ben, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment de limite fixe, puisque c'est pareil, l'évolution des matériels repousse à chaque fois la limite du nombre de joueurs. Après, il faut que matériellement ce soit réalisable et qu'on puisse gérer 6 personnes, 5-6 personnes en même temps. Moi, le max que j'envisage, c'est pour l'instant 5-6 personnes, en sachant que ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà énorme. Il faut avoir 5-6 postes avec 5-6 casques dans le même environnement ou pas. Mais c'est mieux quand même de les mettre en commun, on va dire dans la même zone balisée, pour qu'ils soient à portée de voix, pour qu'ils puissent échanger, en fait, comme ils le feraient en temps réel. Maintenant, on va effectivement, de toute façon, avoir une limitation technique qui est de l'ordre de 5-6 en même temps en ce moment. Après, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que le formateur, il est certes là pour toute la partie pédagogique, il est aussi là pour la partie, enfin, en tout cas, si les apprenants sont debout et non assis, ce qui peut arriver s'il y a des déplacements et tout, voilà. Le formateur, il est aussi là parce que le joueur, il a les casques et il voit rien. Donc, en gros, il peut foncer dans le mur, quoi. Donc, le formateur, il est aussi là pour gérer ça. Donc, c'est vrai que, sauf à avoir 6 formateurs, un par apprenant ou… Alors, effectivement, les casques, on a les casques les plus anciens, en fait, ne permettent pas de voir l'environnement réel, mais tous ceux qui arrivent, tous les nouveaux, permettent d'avoir un mode panique, on va dire, c'est-à-dire que si l'apprenant se retrouve à un moment donné un petit peu, on ne sait plus où il se trouve, sait pas s'il se trouve en face d'un mur par rapport à l'environnement réel, hein, je parle, par rapport à un mur, à la table, je sais pas, il a possibilité, à l'aide de petites caméras, de superposer l'environnement réel juste pour se resituer et retourner ensuite dans la simulation. La technologie va trop vite pour moi, mais Florian est plus rapide, heureusement. Question suivante, le formateur a-t-il une formation particulière? Oui. Pour la simulation, les recherches de risque, c'est quelque chose qui peut se faire sans formateur. C'est de la sensibilisation, ça peut se faire assis, n'est-ce pas? Par contre, quand on parle de simulation, oui, la méthodologie que je vous ai déployée, etc., surtout si vous voulez que ça soit validé PC d'autant plus, il faut un formateur formé. Donc, c'était ce que je disais. Si vous avez des formateurs internes, je peux venir sur site pour les former. Ça se fait en une journée. Et je les forme aussi au passage à tout ce qui est technique, quoi, ce qui n'est pas très compliqué, sincèrement, mais il y a quand même besoin d'un temps de formation pour ça. Et si vous n'avez pas de formateur interne, Santé Forma Pro peut vous proposer des formateurs formés à l'animation de séances de simulation et qui ont à la fois la formation technique et la formation pédagogique. Mais oui, ça demande d'être formé aux pédagogies participatives, en fait, essentiellement. Donc, oui. Comment fait le formateur pour voir les actions de la personne formée? Bon, ça, on y a un petit peu répondu, enfin, on y a déjà répondu, en fait. C'est le fait qu'on puisse retransmettre exactement ce que l'apprenant voit dans le casque sur un écran. Il y a un simple câble HDMI classique. C'est vrai uniquement pour l'instant sur les postes, enfin, sur les modules fixes, qu'on appelle fixes. En sachant très bien que je pense que ça va pas tarder à arriver sur les postes, enfin, sur les casques autonomes également. Une petite notion intéressante aussi, le formateur voit ce que l'apprenant voit sur son PC à lui. Ça peut être aussi projeté sur un écran, pour un public plus large, quoi. Alors, je suis cadre formateur. Là, ouais, on a tout. Je suis cadre formateur à Bayonne et je serais intéressée pour vous rencontrer. Nous déployons actuellement un Serious Game en septembre 2019. Je souhaite profiter de ce déploiement pour être innovant et mutualiser la réalité virtuelle pour les professionnels soignants de mon CH. Pourriez-vous me donner vos coordonnées? Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas montré la page des coordonnées. Vous l'avez à la fin du PowerPoint. On va la diffuser. Tu peux peut-être la remettre. Voilà. Donc, en fait, il y a 2 modalités pour le contact. Soit vous êtes déjà client chez nous, chez Santé Forma Pro, et du coup, on vous encourage à contacter votre responsable commercial avec qui vous avez un contact déjà. Si vous n'êtes pas client chez Santé Forma Pro, on vous propose les contacts de Soraya qui vraiment va pouvoir faire une première évaluation de votre besoin et voir ensuite comment vous répondre. Voilà.
vous intervenez de quelle façon sur les établissements de santé? Alors, elle peut être comprise de plusieurs façons, la question. Est-ce que vous parlez de conception? Concrètement, pour vous dire, là d'ailleurs, début avril, Ouais. on en a 2, on va à l'hôpital, donc sur l'hôpital, rencontrer les équipes. On va avoir un premier temps une réunion dans une salle de réunion normale où moi je vais travailler avec Florian pour analyser le besoin du client, etc. Et après, on peut donc dans ces moments-là, on rencontre qui vous voulez en fait. On rencontre du personnel terrain, on rencontre des cadres administratifs, qui vous voulez. Et après, on peut peut-être que vous évoquiez aussi les prises de vue dans les services, etc. Donc, tout ça, ça se fait en collaboration avec les soignants. On a l'habitude, donc, moi, je suis infirmière, les équipes sont briefées sur le respect du secret médical, sur le fait que sur aucune prise de vue ne doit figurer ni d'identité, ni de visage de patient, etc. Tout ça, on sait. Et donc, on est accompagné dans les services par l'équipe terrain pour faire nos prises de vue. Et voilà. Après, si vous parlez de conception, c'est ce qu'on disait en fait, l'implication du client dans la conception du module est vraiment à discrétion du client. C'est-à-dire que si le client veut nous exposer un besoin en une phrase et c'est à nous de travailler dessus ensuite, on le fait, sachant qu'il faut quand même qu'on ait une analyse fine du besoin client évidemment. Et si le client veut être participatif à chaque étape, il n'y a pas de problème. On le fait, on a l'habitude de le faire. Alors, la durée d'un scénario. Question suivante. Un scénario. Donc là encore, je vais être hyper précis. Ça dépend. Encore une fois, ça va dépendre de la complexité du scénario déjà. Puisqu'une recherche de risque, ça se fait généralement assez vite, bien que en fonction du nombre de risques qu'on va avoir à découvrir et en fonction de la taille de l'environnement, ça peut prendre plus de temps que quelque chose de plus restreint. Et sur un scénario, on va dire arborescent, en fonction de la durée de l'exercice, du nombre de branches qui peuvent être suivies, la durée va s'étendre. Et il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est l'aisance en fait de l'apprenant et la façon dont il va parcourir le module. Quelqu'un qui est très à l'aise, qui a l'habitude de jouer peut-être, ou qui va très vite, ou qui comprend très vite, ou qui va exécuter les actions rapidement, va être forcément plus rapide que quelqu'un qui est moins à l'aise, ou alors quelqu'un qui a envie de prendre son temps, qui va peut-être, comme on l'a dit, il y a un effet waouh quand même qui est non négligeable, et donc il va un peu regarder les décors, qui va regarder des personnages. On a des gens parfois qui se baladent dans le décor et qui veulent voir tous les détails et qui testent. Donc ça dépend. Voilà, donc c'est assez variable. Maintenant, pour répondre quand même plus sérieusement à la question, en moyenne, on va éviter de dépasser la vingtaine de minutes parce que ça fait quand même assez long de mobiliser quelqu'un 20 minutes. Ensuite, il y a des gens qui peuvent être incommodés par le casque, comme on l'avait dit. Donc, au-delà de 20 minutes, c'est compliqué pour eux. Et puis, 20 minutes, ça me semble correct pour un scénario comme ça, pour l'attention, parce que ça demande quand même une attention plus poussée puisque la personne doit être vraiment concentrée pendant tout le temps de son scénario. Donc, 20 minutes, ça me semble correct. Entre 20 et 30 minutes, on est sur des bons scénarios déjà. Ouais. Une séance de simulation, en fait, vous doublez le temps. C'est-à-dire, si vous avez 20 minutes en réalité virtuelle, votre séance de simulation avec briefing, débriefing, ça fait 40, 45 minutes. Voilà. Alors, vous avez parlé de Nice, SECH, et ici, vous avez déployé. C'est l'hôpital central. Le coût. Ouais, la question est claire. Alors, le coût de tel module, encore une fois, je ne peux pas vous donner un coût comme ça, puisque vraiment, tout va dépendre du temps qu'on va passer à la conception et au développement du module. Alors, sur un module plus restreint où il y aura moins de modélisation, moins de 3D, forcément, on passera moins de temps qu'un module beaucoup plus long. Donc, pour ça, je ne peux vraiment pas vous donner de coût. Pour vous donner un ordre d'idée, un module classique, on peut avoir des tarifs qui sont à peu près équivalents à un bon e-learning. Et puis, les coûts peuvent monter en fonction de la difficulté, de la complexité, etc. Le plus simple, si vous voulez vraiment avoir des coûts précis, c'est de nous contacter en expliquant en quelques mots par téléphone avec nous votre besoin et vos attentes. Et là, on arrivera à se positionner beaucoup plus précisément parce qu'il y a tellement de variables qui rentrent en jeu que je peux vraiment pas vous donner de coûts comme ça. Peut-on avoir une idée des thèmes des scénarios déjà élaborés? Oui. Oui, alors on est déjà sur la gestion de l'agressivité en psychiatrie. Donc, selon
les catégories de patients. Donc là, celui qui est parti avec Vegas, c'est la psychogé. Il y a un service fermé, il y a une admission d'urgence, il y a autiste, il m'en manque un, je sais plus. Enfin voilà, selon les catégories de patients, c'est différent. Ensuite, on va avoir une recherche de risque en EHPAD. On va avoir aussi, toujours en psychiatrie, tout ce qui est voilà, prise en charge à domicile d'un patient. Après, on a la manutention, ouais. Mais il y a de la manutention aussi, mais ça c'est pour du mixed learning, c'est-à-dire e-learning classing plus service game. Voilà. Après nous, c'est aussi pour ça qu'on a organisé ce webinaire, c'est que on aimerait travailler sur plein d'autres sujets. Moi, d'expertise, je suis urgentiste. Florian est un ancien pompier volontaire, donc nous, tout ce qui est plan hors sec, plan blanc, gestion de l'agressivité aux urgences, ça nous plairait, on peut le dire. Et je pense que vraiment, c'est pas du luxe pour les établissements de santé. On a parlé de la gestion du personnel administratif, de la gestion de l'agressivité pour les personnels administratifs. Il faut savoir que tout ce qui inclut du stress, l'évaluation, en fait, l'idée aussi, l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est de confronter aussi l'apprenant à son stress. C'est pour ça que je parle aussi des urgences, c'est pour ça que je parle aussi de la gestion de l'agressivité. Et ça, là-dessus, c'est très efficace, la réalité virtuelle. Donc voilà. Donc, la question suivante, avez-vous des formations clés en main? Et si oui, quel thème de formation? Ça, on a déjà répondu. Si encore une fois vous souhaitez avoir les informations, n'hésitez pas à appeler. De toute façon, voilà, dans le document que je vous ai envoyé, vous devriez avoir les informations. Pour une classe de 120 étudiants, combien de groupes préconisez-vous? Alors, c'est une bonne question. Alors, d'expérience, on s'est aperçu qu'un formateur, au-delà de 4-5 personnes qui passent en même temps, c'est compliqué. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire des petits groupes de 4-5 personnes qui passent en même temps. Alors, peut-être regrouper ce qu'on a vu aussi, alors ça s'est fait pas dans le médical, ça s'est fait à la SNCF, en fait, pour de la prévention. Il y a eu presque tout le personnel SNCF qui a dû faire une sensibilisation à la sécurité. Je vous la fais rapidement. Et du coup, en fait, c'était un groupe de 20 personnes qui passaient le module en même temps. Et ensuite, le formateur débriefait avec ces 20 personnes à la suite du module. Donc là, on était sur des casques autonomes, sur des casques plus lourds, donc sur les casques fixes. Là, 20 personnes, ce sera pas envisageable. Donc, je pense qu'on peut être plus sur 4-5 personnes en même temps, comme je vous l'ai dit, avec une retransmission à l'écran. Après, tout va dépendre du type de formation ou de module que vous allez faire suivre. Quelqu'un qui va faire une recherche de risque, vous allez pouvoir faire passer plus de personnes en même temps parce qu'il y a moins besoin d'accompagnement, etc. Alors que si c'est des scénarios plus complexes, ça va demander un suivi un peu plus personnalisé. Peut-être qu'on peut dire aussi, c'est qu'un module de simulation, comme j'ai dit, ça dure 40-45 minutes. Donc, vous pouvez enchaîner, en fait. Et c'est vrai que c'est des groupes de 6 personnes, un peu comme les FGSU, en fait. Les simulations FGSU, c'est ça, en général, c'est 5-6 personnes. Hein, donc, voilà. On est sur le même modèle. Question suivante. Si l'on réalise un scénario de A à Z avec vous, qui devient le propriétaire de ce scénario une fois qu'il est fonctionnel? Bonne question. Non, en fait, les projets qu'on réalise avec vous donc sur mesure, vous en gardez les droits. En fait, c'est votre projet. Vous avez les droits sur les sources et vous avez les droits sur les scénarios. C'est votre projet. C'est bon. Avez-vous déjà travaillé avec des IFSI et sur quelle thématique? Non, on n'a jamais travaillé avec des IFSI. Et enfin, bon, ce serait super Alors, on n'a pas intéressant. travaillé sur des IFSI. Par contre, on est sur des projets en ce moment de projets qui pourraient être à destination d'IFSI. Donc, c'est en train de se concrétiser, peut-être. Mais on est d'accord que de toute façon, on va y venir puisque c'est clairement une des cibles la plus adaptée en fait à ce type de module. C'est vrai que concrètement, nos clients nous demandent souvent de pouvoir utiliser les modules qu'à la base ils destinent aux professionnels de santé aux IFSI ensuite. Pouvez-vous préciser le débriefing, son contenu en lien avec les objectifs d'apprentissage? Alors oui, le débriefing, en fait, ça va être de vraiment
En fait, l'idée, ça va être, alors sur les thèmes de l'objectif d'apprentissage de base, évidemment, ça va être de voir un petit peu quelles sont les conceptions que l'apprenant avait qui ont motivé les choix dans le scénario, qu'il ait eu juste ou qu'il ait eu faux d'ailleurs, hein, c'est pas la question. Et ça va être vraiment d'aller chercher derrière ces actions, qu'est-ce qui les a motivés? Est-ce que c'est des connaissances théoriques qui peuvent être erronées ou non? Est-ce que c'est des pratiques de service dont l'apprenant ne sait pas en fait si c'est des pratiques réellement validées ou non, mais en tout cas elles se font, etc. Ça va être tout ça. Et le travail du formateur, ça va être de travailler sur ça avec lui et de déconstruire ce qui est inadapté pour reconstruire avec l'apprenant ce qu'il aurait fallu faire en fait et ce qui permettrait à l'apprenant de solutionner la situation dans laquelle il a été projeté. Donc après, il peut y avoir des apports théoriques, un moment d'apport théorique final. Mais la base du débriefing à la base, c'est vraiment travailler sur les conceptions de l'apprenant. Et c'est pour ça que c'est efficace en termes de montée de compétences au final. Ensuite, le matériel est proposé avec la formation. Faut-il l'acheter par l'établissement? Encore une fois, là, tout dépend. On peut inclure en fait la livraison du matériel en même temps que le module. Et donc faire un package en fait matériel plus module. Ou si vous êtes déjà équipé, on peut juste vous fournir le module et il sera compatible avec le matériel que vous avez en place. Ou si vous préférez l'acquérir de votre côté. Oui. On a des clients qui font, enfin pas en santé, mais vous avez des clients dans l'industrie, tout ça, qui font des animations, des journées de sensibilisation et qui louent matériel et modules à la journée, à la semaine, etc. Donc le prix des prestations, bah, c'était un peu comme la question précédente. Je vous invite à nous contacter pour avoir quelque chose de précis. Peut-on faire de la VR sur le casque autonome? Oui, bah, parfaitement. En fait, les casques autonomes et les casques fixes, ce sont tous les deux des casques VR. Alors, en fait, il y a comme je disais, des problématiques de qualité, de puissance, d'autonomie, mais tous les deux sont des casques VR et donc tous les deux vont permettre de suivre le même type de module. C'est des casques qui font que de la VR, en fait, concrètement. Merci, il y a quelqu'un qui nous félicite, donc on remercie les gens. Alors, le module manquant, c'est Ado en Psy. Ça doit être quelqu'un de Nice. Merci à nos clients de nous suivre aussi aujourd'hui. Allons avoir des erreurs médicamenteuses. Alors, on a un learning classique, évidemment, les erreurs médicamenteuses, mais c'est vrai, moi, je n'y avais jamais pensé, donc merci pour l'idée. Et oui, effectivement, ce serait les erreurs d'identité-vigilance, etc. C'est effectivement. Quelle est la plus-value par rapport à une simulation en présentiel? Ouais, c'est une question intéressante, effectivement. Sachant que les deux modalités de simulation sont de toute façon intéressantes. Moi, pour avoir animé des sessions de simulation présentielle pour des élèves GSU, je trouve qu'il y a toujours un côté un peu théâtral. On va demander à d'autres apprenants de faire la simulation, il y a toujours des fous rires, c'est difficile de rentrer vraiment dedans, sachant qu'on est dans du théâtre. Alors qu'en réalité virtuelle, parce qu'il y a justement tous vos sens qui sont perdus par la réalité virtuelle et qui vraiment recréent la réalité, c'est beaucoup plus immersif, moi je trouve. Après, il y a une chose qu'on n'a pas dite aussi et qui est importante, c'est on ne peut pas vous expliquer ce que ça fait la réalité virtuelle. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer. On ne vous a pas passé de vidéo pour ça aussi. Ça sert à rien de vous passer une vidéo, c'est pas du tout fidèle à l'expérience réalité virtuelle. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vienne faire des démos chez vous et pour expérimenter vous-même. Pour compléter avec effectivement la notion de théâtralité des simulations présentielles, effectivement, donc nous, comme je vous l'ai expliqué, on utilise des systèmes qui sont issus du cinéma et on peut faire appel à des acteurs. On fait réellement appel à des acteurs dont c'est le métier pour jouer le rôle de telle ou telle personne, ce qui fait qu'on arrive vraiment à des rendus qui sont proches du réel. Quoi. Pour les voix aussi. Pour les voix aussi. Les voix, c'est des acteurs. Et on arrive au bout de nos questions. Bon, mais je crois qu'il nous reste à vous remercier déjà pour votre attention, pour nous avoir suivis, pour toutes vos questions. Merci à vous. Voilà, et donc n'hésitez pas de nous contacter. Et puis, c'est une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.